Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, épisode numéro 129. On va parler évidemment du Grand Prix de Malaisie, le 19e de cette saison 2022. Avec moi ce soir, Pierre, comment ça va ? Salut Cyril, écoute, ça va bien, ça fait assez longtemps. J'imagine. Oui, d'autant plus de ce qui se passe en ce moment au championnat, bien sûr. Mais ouais, non, je suis content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'étais pas venu, avec des problèmes de fibre. Mais voilà, je suis de retour. Et il n'y a pas eu que des problèmes de fibre. Non. On va. Tu t'es fait plein de copains ces derniers temps. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un ramassis de merde en barre. Alors non, pas d'insultes s'il te plaît. Mais je vise personne en particulier. C'est vrai que t'en as pris pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Non, j'insulte personne en particulier, mais dans l'ensemble, c'est vrai que l'ambiance est assez glauque et c'est plus facile d'insulter les gens que d'avancer des arguments. En même temps, c'est le format, entre autres, de Twitter qui force à ça, mais c'est pas simple tous les jours quand on est en ce moment en face d'une certaine frange de fans qui simplement refusent le dialogue ou en tout cas certains arguments qui vont pas dans leur sens. On en parlera un petit peu plus tard puisqu'on va reparler un petit peu de ce qui s'est dit après ce Grand Prix de Malaisie, quoi. Mais oui, moi c'est un petit peu ça aussi qui m'a. Enfin, je me suis un petit peu détaché des réseaux sociaux ces derniers temps parce que c'est clairement tu peux pas. C'est comme tu dis, c'est compliqué d'échanger. Voilà. Même si c'est un peu le but de la chose, il y a beaucoup trop de biais de confirmation et voilà. Donc c'est pas grave, on va continuer donc en audio, c'est beaucoup plus cool. Donc pour ce Grand Prix, donc c'est Célarus donc qui a trouvé Martin en pôle. Donc je vais lui envoyer les goodies cette semaine et on va commencer donc tout de suite avec quelques petites news. Une qui vient de tomber qui vient de tomber, je sais pas, ça a dû être annoncé lundi dans la journée. Donc ça concerne l'équipe Max Racing, donc en Moto 3, l'équipe de Max Biaggi qui va arrêter après cette saison 2022. Donc ils vont courir Valence et après ce sera terminé. A priori, il y aurait des plans pour 2023, donc pour Biaggi qui serait en partance pour Aprilia RNF, donc l'équipe satellite. Alors justement, on verra pourquoi, mais il a dit qu'il avait des plans pour la suite, donc on verra bien. Ok. Mais il fait un joli bilan sportif quand même de sa structure, même si ces derniers temps on en a parlé pour d'autres raisons. Et il rappelle surtout qu'ils ont gagné des courses, au moins une course tous les ans. Ils ont amené beaucoup de pilotes, notamment un jeune pilote à la victoire. Donc c'est mine de rien, c'est une équipe qui a sportivement fait des choses intéressantes, on va dire. Et il a remercié Husqvarna et KTM forcément qui l'ont soutenu dans le projet, quoi. Ouais. Je pense que effectivement, c'est pas une équipe anodine non plus qui s'arrête. C'était une aventure intéressante. Je sais pas s'ils sont remplacés. J'ai pas vu la news. En tout cas, ils vont être remplacés, puisque de toute façon, quand c'est comme ça, la Dorna, elle a un besoin d'un certain nombre d'équipes en Moto 3, donc ils vont être remplacés, mais pour le moment, il n'y a pas eu de liste provisoire des équipes. Ok. En tout cas, j'ai hâte de voir Max si ça arrive au sein de l'équipe Aprilia RNF, et puis pour faire le doublé avec Iannone l'année prochaine, peut-être quand il sera retour de suspension. Non, je plaisante. Ah, mais ça serait beau. Franchement. Ouais. Toi, t'as des idées, toi, des fois. C'est compliqué. Ouais, je sais. Mais bon, on verra. Ouais, bah oui, tout est possible. Tout est possible. On va parler justement de cette course Moto 3. Donc c'est Yamanaka, Toba, Furusato et Kelso qui passent en Q2. Foggia est en pôle devant Guevara et Sergio Garcia en deuxième ligne. On a Masia, Olgado
et Migno Félon partira 27e. Guevara, Foggia, Garcia, Suzuki et Nepa partent bien. Nepa chute dans le deuxième tour en plein milieu du paquet, donc c'est une chute qui fait quand même assez peur, mais tout le monde réussit à l'éviter, donc, et surtout à éviter lui et la moto, donc il n'y a pas de suraccident, donc c'est beaucoup de chance pour lui. Et Morera et Munoz vont recoller avec le groupe de tête. Donc ce dernier va chuter au 4e tour. Petit à petit, ça recolle. Le groupe de tête compte 8 pilotes. Donc la course se déroule en paquet. Les écarts sont plus ou moins élastiques. C'est-à-dire qu'en fonction de la baston qu'il y a, il va y avoir soit des groupes qui vont avoir l'opportunité de revenir ou au contraire, ça va s'échapper un petit peu. Guevara va hausser le ton et le groupe va s'étirer à 5-6 tours de l'arrivée. Ricardo Rossi va chuter lui aussi. Au passage de la ligne, donc Guevara va toucher Sasaki. Guevara va partir dans l'herbe, va revenir en piste et Garcia, Masia, Sasaki, Foggia, McPhee et Morera sont groupés à 3 tours de l'arrivée. Garcia a pris les commandes du dernier tour, mais c'est McPhee qui va faire un inter à tout le groupe et qui va s'imposer devant Sasaki, Garcia, Masia, Morera et Foggia. 6 Félon est 19e. Est-ce que tu as vu cette course ? Ouais, clairement, c'était une course pas trop mal. Forcément, le move de McPhee était impressionnant. Ouais. Et étonné de voir Foggia finalement arriver aussi loin, alors 6e, mais avec sa pole et sa Honda avec les lignes droites, je pensais que ça allait le faire un peu mieux, mais visiblement il n'a pas réussi à s'échapper, quoi. Ouais, au général, je l'ai pas dit, donc Guevara était de toute façon déjà titré avec 294 points. Garcia 2e avec 241 et Foggia 3e avec 233. Donc c'est un championnat, comme tu dis, Foggia en partant de la pole, ça méritait un peu mieux. Après moi j'attends toujours Honshu, et là on l'a pas beaucoup vu, c'est un peu dommage. Mais après pas se montrer tout le temps, il a fait un podium, donc ça c'était plutôt cool. Et McPhee il revient de nulle part, quoi. C'est incroyable, le mec, tu le vois pas de la saison et il revient quand même de loin sur la course, parce qu'il part loin de la tête et il réussit quand même à recoller et puis à s'imposer dans un dernier tour où il fait un dépassement assez dingue. C'est assez étonnant quand même. Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est assez ambitieux et ça passe, c'est propre, donc ça passe bien. Ça passe bien. Chapeau à lui. Ouais. Rien de plus à dire sur cette course Moto3 ? Non, le titre est déjà joué. Il n'y a plus grand chose à dire dans cette catégorie. Non, j'ai pas plus à dire. On va passer au Moto2 avec Roberts, Salach, Dalla Porta et Antonelli qui passent en Q2. On a Ogura qui prend la pole devant Arbolino et Canet, Dixon 4, Manuel Gonzalez 5 et Augusto Fernandez 6. En course, on a Chantra, Acosta et Zaccone qui s'accrochent dès les premiers virages. Devant, Arbolino mène la course et Ogura est un petit peu en retrait. Donc nouveau DNF pour Vietti qui décidément chute beaucoup en cette fin de saison. Derrière le duo Arbolino-Ogura, on a Gonzalez-Lopez qui lutte pour la 3e marche du podium. Acosta va chuter à mi-course. Ogura prend la tête à 6 tours de l'arrivée. Il est revenu petit à petit au rythme sur Arbolino, mais il va devoir lâcher la tête en sortant assez large au T1. La grosse bagarre, elle est pour la 5 entre Dixon et Augusto Fernandez, donc qui est pas mal montrée par les réalisateurs et qui est assez intéressante et qui a ouvert un point de débat intéressant aussi. On en parlera après. Et dans le dernier tour, donc Arbolino sort un peu large, Ogura peut le passer à l'interne, mais il se loupe en sortie de courbe, il chute et forcément DNF pour lui. Arbolino s'impose devant Alonso Lopez, Dixon 3, Fernandez 4, Gonzalez 5 et Schroeter 6. Fernandez prend la tête puisque Ogura n'a pas marqué de points avec 251 points et demi. Ogura 2e avec 242 et Canet 3e avec 200 points, et tout va se jouer à Valence et pour un écart de 9 points et demi, quoi. Donc c'est assez peu dans cette catégorie, même si sont des habitués sont deux pilotes qui peuvent jouer aux avant-postes, donc ça va être intéressant de voir s'il y en a un des deux qui pourra
soit limiter la casse ou au contraire sécuriser le titre, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas simple à ce niveau-là. Ça fait surtout le point et demi. Je suis sûr que ça va peut-être compter en fin de saison, quoi. C'est très bizarre. Ouais, Ogura, c'est dommage, hein, la chute, elle est un peu bête parce que il jouait la 2, ouais. Enfin, il jouait la 1 ou la 2. Bah, Après, je pense qu'il est surpris par l'écart d'Arbolino devant. Et en sortie de courbe, ça le pousse un peu à la faute. Et c'est dommage qu'il puisse pas repartir, quoi, par contre. Ouais, que c'était. Je comprends son désir d'aller chercher la victoire et pourquoi il tente le dépassement. Après, c'est sûr qu'avec le recul, on dit oui, mais il aurait dû assurer les points. Bon, en tout cas, c'est pas non plus. Là, il avait pas trop le choix parce que Arbolino, il sort hyper large, donc lui, il suit sa trage et il passe, quoi. Mais c'est vrai que la sortie de courbe, il perd l'avant et c'est un peu con. Bien sûr. Après, le point dont je voulais parler, c'est ce qui s'est passé entre Dixon et Augusto Fernandez, où Augusto Fernandez, justement, il joue le titre. Dixon, il fait sa course. Et il y a eu un débat, c'est pas vraiment le mot, quoi, mais il y a des personnes qui se sont dit, ouais, qu'est-ce qui fait chier Dixon à se battre avec Augusto Fernandez qui joue le titre. C'est un peu compliqué comme débat, parce que Dixon, il fait sa course, quoi. Ouais. Après, il fait pas exprès d'être dans le même rythme que Fernandez, je pense. Non plus, mais c'est le carénage contre carénage, quoi, qui est limite, quoi. Ah, tu trouves? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des belles photos aussi. Voilà. C'est vrai que oui, dans ce sens-là, tu peux jouer ta place en étant un peu plus sécure dans tes dépassements. Ouais. C'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle. Non, mais je dis pas que je sais pas, là-dessus je suis un peu partagé entre ça passe, personne tombe, donc c'était légitime entre guillemets, ou ouais, c'est plus que forcer la porte et ouais. Au final, tout s'est bien passé, donc ouais. Donc ça va. Donc ouais, ils seront plus que 2 à jouer le titre. À Valence, Fernandez et Ogura à Valence, ça va se jouer. On passe au MotoGP. Non, on a été super vite. Ouais, là. T'as une petite préférence? Moi, c'est Ogura, clairement. Non, parce que moi, je préférais que ce soit Fernandez, parce que Ogura, s'il reste, il va prendre 2 titres comme Zarco et voilà. Ouais. Donc, non, je préfère. Ouais, non, j'ai pas spécialement de préférence, mais j'ai bien aimé la course d'Ogura hier quand même. Elle était un peu dommage. Tous les deux font une belle saison, donc que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ça fera un champion, un beau champion en Moto 2. Ils ont fait tous les deux des belles courses. Ils se sont montrés quasiment toute la saison. Il y a eu des petites erreurs, mais c'est pas monstrueux. Donc non, je n'ai pas vraiment de préférence, quoi, entre les deux. C'est plutôt le côté après, Fernandez, espagnol versus japonais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des japonais gagner des catégories. Ouais. Puis encore Ayo, je sais quoi. Je sais gagner le titre tous les ans. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux ouais. Après voilà, les autres ont qu'à prendre des calex et savoir les régler aussi. C'est vrai. Mais bon, ouais, c'est vrai que Ayo, ça ferait quand même une sacrée collection de titres d'affilée, quoi. Mais après, on sait où ça les mène, hein, les pilotes KTM. Ouais. Chez KTM. Chez Tech 3, ouais. Et chez Tech 3. Je pense qu'il vaut mieux être chez Tech 3 que chez KTM. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On passe au MotoGP ? Allez. Donc en Q1, Bagnaia et Marc Marquez sortent du piège. On a quand même des gros noms comme Miller, Zarco, Brad Binder qui restent bloqués. En Q2, donc Martin sort encore une pole d'outre-tombe avec le record de la piste en sus. Donc c'est sa 4e pole de la saison. Il met Bastianini à presque, donc le deuxième à presque une demi-seconde et Marquez vient ensuite pour compléter la première ligne. Une deuxième ligne surprenante composée de Bezzecchi, Rins et Marini. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de les voir là. Et une troisième ligne avec Morbidelli, Viñales et Bagnaia. Quartararo lui partira 12e avec en sus une fracture de la dernière phalange du majeur récoltée en FP4 suite à une chute et Zarco lui partira 17e. Notez aussi également Morbidelli qui écope d'un double long lap pour avoir gêné Bagnaia
et Marc Marquez en FP3. Ça fait plein de copains. Ouais. Alors c'est parti pour la course, il fait très chaud, plus de 30 degrés dans l'air avec l'humidité, on connaît. On a Martin qui fait un excellent départ et qui passe le premier virage en tête devant Bagnaia qui lui carrément du coup a doublé 7 pilotes et suivent ensuite Bastianini, Marquez, Morbidelli et Quartararo, également auteur d'un très bon départ. Zarco à ce moment-là affiche à 24e place. Quartararo va passer Morbidelli rapidement pour la 5e place, mais il est déjà un peu détaché par rapport au groupe de devant, puisqu'il est à 7 dixièmes de Marc Marquez. Marini va s'arrêter dans les stands et on apprendra plus tard que finalement il abandonne. Martin tente de s'échapper devant et il va partir à la faute alors qu'il avait réussi à creuser un bel écart devant. Bezzecchi revient fort sur Quartararo qui a passé Marquez, mais ne semble pas être en mesure de lui porter une attaque. On va avoir une chute de Nagashima qui remplaçait encore Nakagami toujours blessé. Et Morbidelli va effectuer ses doubles longues laps pour se retrouver dans le paquet aux alentours de la 11e place. Bastianini va être en mesure de porter une attaque à Bagnaia et le dépasser. Et Joan Mir va chuter en course. Donc Bagnaia qui va bien se défendre et qui va l'emporter finalement de haute lutte devant Bastianini. Quartararo s'arrache clairement sur ce Grand Prix pour la 3e place du podium et est resté vivant pour la course au titre. Bezzecchi finira 4e, Rins 5e devant Miller et Marquez. Zarco 9e, belle remontée de sa part. À noter que Ducati remporte le titre de la meilleure équipe devant Aprilia. En tout cas, on a Bagnaia en tête avec 258 points, 13 points d'écart devant Quartararo, 235 points, suivent ensuite Aleix Espargaro, 212 points, avec Bastianini juste derrière, 211 points, Zarco 7e, 166 points. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course, Cyril ? Plutôt une bonne course. Moi, je trouvais que c'était intéressant. On a eu un très beau mano à mano entre Bagnaia et Bastianini. Ça c'est toujours chouette de voir de la baston pour gagner une course. C'était propre, mine de rien. Il n'y a pas eu de dépassement kamikaze ni d'un côté ni de l'autre. C'était bien, quoi. Moi, je trouve que c'était intéressant. Ouais, de ce point de vue-là. Je t'avoue, il y a eu pas mal de suspense du coup dans cette course, du fait du championnat, hein, clairement. Bastianini qui se bat comme un possédé pour battre Bagnaia et qui se laisse pas faire non plus. Quartararo qui s'accroche à cette 3e place, qui va la chercher à la force du poignet, parce que c'était pas évident de battre Marquez, c'est pas évident de lutter contre un Bezzecchi qui revenait fort. Donc voilà, mais clairement devant là les deux Ducati, enfin les trois avec Martin qui a fait un très très bon début de course aussi avant de chuter. C'était costaud, quoi. Ouais, mais Martin, faut arrêter les gars. Non mais enfin bon, là c'est, je te laisse finir, vas-y. Non, c'est exactement pour la chute, c'est quelque chose, mais clairement ça manquait pas de dépassement à la fois pour le résultat final et pour le championnat, donc c'était du coup une bonne course. Ça valait pas à Phillip Island il y a la semaine dernière, mais clairement c'est une bonne course. Phillip Island, c'est qu'une fois par an, c'est déjà pas mal. Ouais. Non mais après c'était Ophélie qui avait fait une remarque intéressante dans ce sens-là, c'est-à-dire que samedi, il y a eu déjà les trois pilotes qui jouaient encore le titre, donc Bagnaia, Quartararo et Espargaro ont fait des mauvaises qualifs, donc il y avait quand même une tension qui était assez importante. Et sur les trois, clairement, Espargaro il fait pas la course qu'il faut, quoi, pour rester. Mais c'était lui qui était le moins bien engagé au championnat aussi, et c'était pas, voilà, enfin c'est. Mais après on en parlera en débrief de fin de saison, quoi. Mais sa saison elle est déjà réussie, on va dire. Même si la fin est un petit peu plus compliquée. Quartararo fait une course, j'allais dire il assure l'essentiel, mais non, quoi. Il fait plus que ça, parce que comme tu dis, c'est quand même pas facile de partir aussi loin sur la grille et de finir 3, en sachant qu'il y a quand même pas mal de pilotes à dépasser et des motos qui sont quand même pas faciles à manœuvrer, notamment la sienne qui est un petit peu en retrait en vitesse de pointe, et à ses pans que ça compte. Donc il fait une course
Il fait une course intelligente, et ça, je crois que c'est toi qui l'avais dit sur notre discussion, c'est que oui, là, il s'est assez vite positionné 3-4. Donc il a pu assez vite courir à son rythme, et c'est là où il est bon. Oui. C'est là où il peut piloter en étant rapide et sans prendre de risques, ce qu'on n'a pas vu au final sur les dernières courses où il a énormément souffert, et forcément il a marqué très peu de points. Donc voilà, donc c'est comme ça. Après il y a eu une belle remarque de Lynn Jarvis qui venait un petit peu ponctuer la saison de Yamaha, où il dit voilà, on a fait assez peu d'erreurs, mais on en a fait. Il y a eu des erreurs de l'équipe, il y a eu des erreurs du pilote aussi. Ce qui fait qu'il y a un classement général qui est ce qu'il est, et qui fait rougir personne, quoi. Et là, hier, c'est bien qu'il ait réussi à se remettre dans le droit chemin, quoi. Enfin, dans une bonne optique, quoi. Ouais, je te rejoins. C'était pas gagné. Honnêtement, il était sur une mauvaise dynamique, et la course d'hier, c'était chaud, hein. Il la mérite. Déjà, il fait un super départ. Il joue des atouts de sa moto. Clairement, quand j'ai beaucoup regardé les essais ce week-end, et il était dans le coup des meilleures motos sur les trois premiers tiers, les trois premiers quarts du circuit, et à chaque fois il perdait une demi-seconde dans le dernier quart sur les deux lignes droites. C'était hallucinant. C'est mort. Et il pouvait rien faire, mais en course il a su jouer des atouts de sa moto, et comme tu l'as dit, à un moment donné il était détaché du groupe de devant, mais il était bien du coup dans son rythme. Et ça lui a permis de piloter, pas de surpiloter, mais de piloter proprement. Et j'imagine qu'il attendait l'erreur qui n'est pas venue de Bagnaia pour se mettre encore mieux. Aurait pu venir. Hein. Oui, qui aurait pu venir. Moi, c'était. J'ai perdu vu la bagarre qu'il y avait devant. Tout était possible, quoi. Ouais, bien sûr. Et vaut mieux qu'il soit là plutôt que d'être dans le paquet, quoi. Mais quand même, mine de rien, Yamaha en place 3 dans les points, pour une fois, je crois que c'est pas arrivé souvent cette saison. Ouais, clairement, il n'y a pas eu beaucoup d'abandon non plus, donc clairement, ça montre qu'ils avaient le rythme à Sepang. Après, c'est une piste où, ça faisait trois saisons où on n'était pas allé. Toutes les datas sont un peu remises en jeu, mais ils ont su régler leur moto correctement ce week-end. Ouais, Crutchlow, qui est pour un pilote d'essai qui fait 12e, c'est intéressant. Ouais. C'est Morbidelli avec deux longues laps 11e, qui, s'il fait pas ces deux longues laps, je le vois bien dans le groupe, peut-être bien intercalé entre Binder et Zarco, quoi, ce qui aurait été pas mal. Oui. Ouais, non, je suis d'accord, Morbidelli, faut le souligner, parce qu'on l'a assez souvent maltraité cette saison. Il a fait une bonne course, ouais. Ah, mais je vais continuer de le maltraiter, parce que suffit pas d'en faire une. Ouais, je suis d'accord. Parce que, voilà, il est officiel Yamaha, il est pas à sa place, quoi. Ouais, non, d'accord. Il est pas, il est pas à sa place. C'est pas en faisant une course 11e avec de longues laps que tu sauves ta saison. 19e au général, quoi. 36 points. Ah voilà. Ouais. 36 points. Ouais. C'est pas mal, hein. Après, pour continuer un petit peu, Bastianini, on en a déjà rapidement parlé, hein. Une course assez intéressante, hein, puisqu'il va placer des attaques. Ce que je trouve intéressant, c'est dans le dernier tour, hein, il se montre sans prendre trop de risques. Peut-être qu'avec d'autres pilotes il y serait allé, mais là il se montre, il tente des trucs, il voit que que ça passe pas, donc il s'arrête, et c'est peut-être pas plus mal. Après on peut noter quand même l'abandon de Marini, c'est la première fois qu'il abandonne. Donc c'est assez rare, et à mon avis exceptionnel de la part d'un pilote. Presque 2 saisons, clairement. Presque 2 saisons. Non, je pense que c'était. Il a dû se passer un truc. J'ai pas regardé ses déclarations, si c'était un problème mécanique ou autre, mais. Mais je te rejoins sur Bastianini, qui a fait une course propre, alors qui m'a donné des cheveux blancs du coup, mais il a pas fini de vous faire couler de l'huile, l'éducatiste. Il a patienté devant Bagnaia en cherchant l'ouverture. Finalement, il l'a trouvé de toute petite, il l'a trouvé, c'était propre. Après, il a fait, avec Bagnaia, c'était propre. Il y a pas grand chose à dire. En tout cas, je pense que ça fait taire certaines critiques sur les consignes d'équipe, soi-disant. En tout cas, c'était beau à voir. Moi, j'aime bien. Alors, on va pas parler de consignes d'équipe, mais là, on va carrément parler de la rumeur qui a été balancée sur le fait qu'il y en a qui s'amuseraient à changer les cartons en pleine course, disons. Ouais.
Alors, moi, je suis pas sur Canal, hein, donc alors on va passer un petit peu dans le gossip, hein, et surtout dans le très drôle, parce que c'est drôle. Enfin, c'est pas drôle, non, justement, mais voilà. Donc a priori, Randy Depugné aurait dit que voilà, on pouvait changer les cartos depuis le bord de piste, ouais, machin, bidule, ouais, ils lui ont enlevé 500 tours par minute, ou je sais pas quoi, des conneries. Alors c'est clairement interdit par le règlement. Donc si jamais c'est avéré, à mon avis, ça peut coûter cher, et pas qu'au pilote mais à toute l'équipe. Et moi j'ai trouvé que c'était assez grave, parce qu'il y a quand même, mine de rien, beaucoup de gens, il y a quand même des personnes qui profitent de ce genre d'avis pour les prendre pour argent comptant et dire ouais. Alors là on a quand même quelqu'un qui est consultant sur une chaîne qui diffuse et qui accuse clairement Ducati de tricher, quoi, et sans preuve. Oui, sans preuve, sans rien, et c'est gratuit. Et dans le climat actuel, c'est voilà, j'imagine qu'il est déçu de voir que Quartararo n'y arrive pas, et que Ducati, ils ont plusieurs pilotes qui peuvent jouer la gagne et qui peuvent s'entraider éventuellement. Mais voilà, on balance pas des accusations aussi graves, comme tu l'as dit, alors que t'es écouté par des millions de gens, sans aucune preuve. Enfin, ou t'expliques d'où tu tiens cette information, oui. T'expliques comment c'est possible. Moi, je préfère clairement un Matt Oxley ou d'autres, hein, qui sont venus avec des documents qui transitent à l'intérieur des équipes pour nous expliquer justement des points de règlement qui n'étaient pas appliqués. Oui. Pression des pneus. Sur la pression des pneus, pour en revenir. Oui. Pour en revenir à ça. Mais voilà, enfin, tu ne balances pas comme ça un truc, voilà, devant tout le monde, sans avoir un minimum de base. C'est-à-dire que là, puis quand tu viens après et que tu dis, mais réfléchissez les gars, c'est pas possible. Enfin, c'est certainement possible de le faire, mais les ECU ne sont pas faites pour. Et surtout, c'est strictement interdit. Donc, si jamais une équipe le fait, et imagine Bastianini, il rentre au box et on lui dit et qu'il demande sa télémétrie, et on lui dit ouais, là à ce moment-là, ouais, on t'a mis en mapping 8 parce que tu cassais les couilles. Mais le mec, c'est mort avec le twist, quoi. L'année prochaine, il va chez les officiels. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il va le démonter, le box, ou il va le démonter? Mais surtout, c'est des pilotes. On dit des fois, ouais, celui-là, il a pas beaucoup de ressenti sur sa moto, mais ils ont une extrême finesse. Ils arrivent à te sentir que c'est un problème de pneu avant ou quoi que ce soit. Ils arrivent à sentir une différence de pression de 0,01 bar. Il va tout de suite le sentir s'il y a son traction control ou sa puissance moteur qui est changée, que sa moto soit bridée au départ ou en tour de course. Enfin, je veux dire, c'est impossible que mais déjà les moteurs sont scellés, l'électronique, tout est géré par son team, même si Ducati a ses recommandations, etc. Je vois pas à quel moment c'est possible, quoi. Alors, à quel moment c'est possible? C'est possible à plein de moments, parce que en fait, il y a des membres de l'équipe Ducati au sein de l'équipe satellite. Bien sûr. Donc, c'est eux qui sont chargés justement du paramétrage moteur, etc., etc., etc. Donc, c'est tout à fait possible de brider une cartographie d'un pilote. Tu peux le faire sur la ligne de départ, c'est-à-dire le pilote, il a fait ses essais, il a réglé son traction control et tout le bordel pour faire ça. Et puis, tu dis, lui, il va nous faire chier pendant la piste, donc je vais lui enlever 500 tours. Sauf que t'es gentil. Mais là, si tu fais ça aux 7 autres pilotes Ducati pour pas qu'ils aillent emmerder Bagnaia, t'ouvres la porte à Quartararo. Donc, au final, brider des pilotes, c'est tout aussi anti-constructif que ça, quoi. C'est-à-dire que si les mecs, ils commencent à jouer à lui, on va lui enlever de la puissance, lui, on va lui en mettre plus parce que pour des raisons X ou Y, c'est pas constructif, quoi. Et surtout, c'est pas gérable. C'est-à-dire que tu ne peux pas régler aussi finement, savoir ce qui va se passer en course, parce que là, on parle de 2 secondes 5 entre Bastianini et Quartararo, quoi. C'est-à-dire que si tu le brides trop, Kikito, il finit pas 2, il fait 5, quoi. Non, mais c'est ça, brider, balancer des théories comme ça, c'est débile. Et surtout que si les gens écoutaient un petit peu ce qui se passe
Effectivement, par exemple avec Morbidelli quand il était en Spec B chez RNF, bah là c'est clair, il est équipé pareil, mais pour des problèmes de fiabilité et certainement de coût, pour certainement essayer d'économiser 1 ou 2 moteurs sur la saison, bah on lui fait une Spec B avec 500 tours moteur de moins. Et c'est ça la Spec B. Bien sûr. Non, mais tu vas pas dire bon bah voilà là c'est Pang bah machin lui on lui met plus 500 lui moins 500 lui et comment ça se passe en course si tu mets toutes tes Ducati 15e. Non mais tu fais quoi? C'est fou, c'est comme à Misano quand Bastianini Bagnaia gagne sur la ligne d'arrivée face à Bastianini, il y a des gens qui disent oui et Bastianini il a relâché et tout, mais il termine deuxième à 0,034 secondes du premier. C'est pas ça, relâcher. Je veux dire, là, il pouvait se passer n'importe quoi. Il pouvait... Ouais, si, il a relâché, c'était évident. Non, mais ça... Non, mais voilà, enfin, c'est voilà. Bref. Ouais, du coup, je pense que c'était un peu sous le coup de l'émotion, peut-être qu'il a dit ça, mais... je veux comprendre tout sous le coup de l'émotion parce que j'en ai eu aussi et j'ai regretté quelques tweets aussi après certaines courses, mais à un moment donné il faut rester raisonnable et moi je suis juste quelqu'un qui regarde les courses, lui c'est un consultant, donc il faut se maîtriser aussi un petit peu. Et après le point supplémentaire des réseaux sociaux, c'est que quand tu commences à engager une discussion là-dessus, arrive bah oui mais Randy il te met je sais pas combien de secondes sur n'importe quel circuit du monde. Bah oui, mais peut-être que moi je le latte au Molki, donc si tu veux ça veut rien dire effectivement il a été pilote, il sait plein de trucs mais que je ne sais pas évidemment, et je trouve que c'est un petit peu grave de balancer des trucs comme ça juste en sortie de course quoi. Bien sûr, mais bon. Après, Randy, je sais que tu nous écoutes pas, mais je t'embrasse quand même. Mais là, on vit une fin de saison sur les réseaux sociaux qui est infernale. Et vivement que la Coupe du Monde de foot démarre parce que j'en ai marre. Yes. Honnêtement, là ça devient usant. Bon, de toute façon, plus qu'une course et après, on est en repos hivernal pour le MotoGP. C'est ça. Tu veux parler de qui d'autre? Moi, j'ai un petit nom aussi à sortir du chapeau quand même, qui était pas trop mal ce week-end. Non, bah Zarco, il a fait un mauvais week-end, mais une course correcte. Comme d'hab, il part de très loin. Il faudrait qu'il fasse un départ lancé, je pense. Mais sinon, non, pas d'autres noms en tête. J'avais souligné, je crois, la course de Rins aussi, pendant la course. Que je trouve bien depuis 2 courses, mais bon, c'est un peu tard pour jouer le championnat, quoi. 2 courses de la fin, de se réveiller. Ah bah oui, là c'est un peu dommage, mais bon, ça fait un joli baroud d'honneur pour Suzuki, 5e place qui est beau. Pareil, là ils étaient tous un petit peu éparpillés, hein, c'est-à-dire à part Bagnaia et Bastianini devant, Fabio il est à 2 secondes et demie, après 3 secondes derrière t'as Bezzecchi, après t'as un gros trou, t'as quasiment 6 secondes jusqu'à Rins. Après Miller et Marquez, ils sont quand même à 1 seconde d'écart, donc il y a pas grand-chose. Enfin, ils ont pas fait la course ensemble non plus. Mais ouais, Binder, encore un top 10, quoi, une 8e place. On va dire sans avoir fait énormément d'étincelles, mais il est présent, donc... Binder, c'est toujours l'homme du dimanche, quoi. Tu sais que KTM peut compter sur lui pour terminer dans le top 10 à chaque course, alors qu'il est souvent Q2. Voilà, quand on lui donnera une moto... meilleur en qualif, je pense qu'on le verra plus souvent devant. Et à chaque fois qu'il s'est mieux qualifié, il jouait le top 5. Donc voilà. Ouais, Binder 6e au général quand même, à 2 points devant Zarco, donc je voudrais bien que Johan lui chip la 6, ça serait pas mal quand même. À Valence, ça serait une bonne chose. Je pense qu'ils pourront, c'est de toute façon ils pourront pas aller chercher Miller qui est 5e au général et il est un peu détaché à quand même 20 points, donc 20 gros points, 21, donc ça va être un petit peu chaud quoi, mais voilà quoi, surtout Bastianini qui se rapproche à dire dangereusement de la 3e place quoi au général. Clairement il peut lâcher Spargaro. Ouais. Il peut claquer l'espagnol. Ça ferait quand même un
un triplé sans Espagnol en MotoGP, ça serait assez inédit. Hein. Ah oui. Parce que Espargaro, il est toujours 3e au général. On parle d'Aleix, Ouais. on parle pas de Paul. Je précise, parce qu'il y en a encore qui croient que Paul va jouer le titre. Donc ouais, Aleix quand même est 3e au général. Le 2e Espagnol, c'est Rins qui est 8e quand même. Donc après, t'as un joli tir groupé 10-11-12 avec Martin Viñales-Marquez. Mais ouais, les Espagnols sont plus aussi dominateurs qu'à une époque. C'est vrai. En catégorie reine. Et ça, on verra à la limite, on en reparlera un petit peu plus en débrief de fin de saison. Mais c'est intéressant. Et puis, bah tiens, vu que je viens de citer Martin, je voudrais bien en parler un petit peu. Parce que il est gentil, mais il commence à coûter cher en pièces. Ouais. Il a fait quand même 4 pôles cette saison, donc c'est un pilote qui est très rapide. Il me rappelle un peu Bagnaia, ces années Pramac, justement, où il faisait des meilleurs tours en course et il chutait derrière. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Il va falloir qu'il se canalise, le garçon, et puis... non, c'est pas parti pour, hein. Non, il est parti pour partir, j'ai l'impression, en plus. Hein. Il a vraiment, d'après ce que j'ai vu, mal digéré le fait de pas être sélectionné dans le bah officiel. Oui. Donc, à voir ce qu'il fait. Donc, du coup, il casse des motos, quoi. Ça se trouve... C'est une bonne réaction d'adolescent tout court. Mais ouais, c'est dommage, hein, parce que moi, j'aimais beaucoup ce pilote. J'ai commencé à virer sur l'aile en début de saison. Et là, putain, je confirme, quoi. Ça a l'air d'être d'une part quelqu'un qui est pas très agréable en termes de comportement. Et puis, sur la piste, ça se voit tout de suite, quoi. C'est-à-dire que dès que monsieur est pas content, bah, là, ça... Alors oui, ça va très vite, ça fait des pôles. Mais bah, ça finit pas, quoi. Bah, c'est sûr qu'il y a un côté... petit côté à la Jorge Lorenzo dans son caractère, hein, qui est un peu le même que Rolf Fernandez. Hein. C'est sûr que... Bah, sans les titres, alors. Hein. Ouais. C'est pas ça. Mais voilà, il y a encore du travail chez lui. À voir. Ouais. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on avait dit en début de saison. J'aurais compris ce comportement en saison de rookie. C'est normal. Bien sûr. Tu testes les limites, tu pousses et tout, etc., etc. Et puis surtout que quand tu commences à décrocher des bonnes positions, des pôles, etc., c'est bien, quoi. Et il faut savoir s'appuyer là-dessus pour avancer, quoi. Mais non, ça casse. Ça pousse, ça tombe, ça retombe, ça s'énerve, ça dit des trucs stupides et ça continue. Moi, je retrouve plus un Paul Espargaro qu'un Jorge Lorenzo dans son attitude, là. Ouais. Et c'est pas un compliment. Ouais, j'entends. Non, mais à voir ce qu'il fait, s'il arrive à changer de mentalité, faut qu'il s'inspire plus d'un Zarco, un peu plus d'humilité et de travail, quoi. Ce qu'il a fait en début de course, c'est incroyable aussi, mais c'est juste que il fait un écart de plus d'1 seconde et demie. Arrête de forcer, gère ton écart, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Après, si t'as créé un écart d'1 seconde et demie, c'est que t'es confort. Donc faut continuer de pousser, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il surroule beaucoup trop, quoi. Et que bah voilà, on fera le bilan en fin de saison, quoi. Mais de toute façon, beaucoup trop de DNF et après, je sais pas quelle peut être la décision de Pramac et Ducati en fin 2023, quoi. Ouais, j'ai entendu dire que c'était un contrat de 2 ans, mais où le pilote pouvait en sortir au bout d'1 an, quoi. Et où Ducati également pouvait mettre fin au contrat au bout d'1 an. Ouais. 1+1. Ouais, du 1+1. Mais bon, franchement, tu le verrais chez qui et faire quoi? À part casser des motos. Bah franchement, quand tu vois la saison de Morbidelli chez Yamaha, tu peux te dire on peut tenter Martin. Ouais, bah oui, mais bon, Morbidelli, c'est un peu l'alibi pour justifier tous les transferts. Hein. C'est vrai. Moi, je veux bien, mais oui, tout le monde, je suis méchant quand je dis ça, mais beaucoup de pilotes du plateau pourraient dire ouais, je ferais mieux que lui, quoi. Mais oui, c'est possible. C'est même pas possible, c'est quasi sûr. Mais moi, j'irais plus piocher un Oliveira, tu vois. Ouais, Oliveira, il a signé quand même chez RNF. Mais il a signé qu'1 an et c'est pas une écurie officielle. Mais sinon, il y a si Yamaha est pas trop bête et Jarvis aussi,
quitte à sortir quelques millions de la poche, il y a un Pedro Acosta à aller chercher en Moto2. Non, mais KTM, ils ont verrouillé les contrats. Mais non, pas. Enfin, Pedro Acosta, je suis sûr que tu peux le choper. Tu peux le choper. S'il faut vendre un rein, à part si c'est celui de Morbidelli. Mais non, mais voilà. Enfin, t'as déjà vu. Enfin, ils ont déjà été. Enfin. Non, déjà Fernandez pour se sortir de l'équipe, il a fallu qu'il vende son père, sa mère, la caravane et tout le bordel. Enfin, ils vont pas faire jackpot tous les ans, KTM, quoi. Ouais, je sais pas. Après, c'est compliqué. Après, ils mettent pas. Enfin, quand Pedro Acosta a signé en Moto2, je suis sûr qu'il avait déjà bien ficelé son contrat, quoi. Je veux dire, il a pas signé n'importe quoi. Il était peut-être même en position de force, quoi. Parce que je pense que les propositions en Moto2, il avait le team qu'il voulait. Donc forcément, il a signé chez Ayo, qui est le meilleur team, bien sûr. Mais il a pas pris n'importe quelle condition, j'imagine. C'est mon avis. On va lancer des rumeurs à la con aussi, comme d'autres. C'est sûr. Non, mais oui, faudrait. Oui, pour ça, faudrait un peu plus de transparence au niveau des contrats. Mais bon, après, ça, c'est les agents et les équipes qui sont au fait de tout ça, quoi. Bien sûr. Après, c'est un peu compliqué, quoi. Miller, que j'ai trouvé. Je rebondis sur Miller, que j'ai trouvé un peu. Je dirais pas effacé, quoi, mais fait pas trop grand chose sur sa course. On l'a pas beaucoup vu. Faut dire qu'on a beaucoup vu la tête. Donc, il fait pas de mauvaise course, hein, il fait 6ème. Mais juste devant Marquez. Il fait une bonne course parce qu'il est repoussé loin, hein, il part de la Q2, je sais plus combien il part, il fait une bonne course comme Zarco, hein, mais c'est sûr qu'il y avait tellement d'actions devant et de tension que de toute façon, on n'a pas vu grand chose d'autre. Je suis sûr que ça aurait été une remontada la même avec un Rossi ou un Marc Marquez qui partait 24e ou 18e, on l'aurait vu à l'écran. Peu importe ce qui se passait. Ouais. Mais là, avec des Miller, des Zarco, c'est sûr. C'est pas assez bankable, donc voilà. Non, puis devant c'était la baston. Bien sûr. Mais même Bezeki, il était quand même pas très loin de Quartararo. J'ai cru à un moment qu'il allait pouvoir y aller, mais non. Après, j'ai pas entendu dire depuis que Yamaha avait bridé la moto de Bezeki pour l'empêcher de revenir sur Quartararo. Non, mais par contre, Bezeki, alors de ce que j'ai vu, il a quand même annoncé qu'effectivement, à un moment, il avait des opportunités, mais qu'il voulait quand même faire attention. Parce que il voulait pas prendre tous les risques, parce que justement, s'il chutait et qu'il entraînait Quartararo avec lui, c'était... Donc il a quand même, d'après ce qu'il a dit, il a quand même pris des précautions. Et effectivement, il s'est montré à certains moments, mais il a pas eu une ouverture assez franche pour dépasser le Français. Puis au final, il y a quand même un écart assez significatif en fin de course, quoi. Il y a quasiment 3 secondes d'écart entre les deux, donc il a fait une course au rythme peut-être un petit peu plus lente à un moment donné, mais en fin de course, il avait plus vraiment le rythme pour suivre Quartararo, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais bon, il fait quand même, mine de rien, c'est quand même une très belle course. Très belle course d'ensemble, on va dire, quoi. C'est très beau, et puis même un pilote de rookie qui sort tout juste de célébration avec son titre de Rookie of the Year, qui arrive à réfléchir comme ça en course, comme tu viens de dire. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui, à Martin, il serait remonté à tout prix sur Quartararo, quitte à s'en foutre une par terre. Bah oui. Ouais, ça. Donc, Martin, rookie ou pas, il y va. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur cette course? Vas-y. À noter que Rolf Fernandez fait 13e, il me semble. J'ai pas le classement sous les yeux. Il fait 15e. 15e, il reprend un point. Fernandez. Et du coup, ça lui permet de revenir à hauteur de son coéquipier Rémi Gardner. Et du coup, ils ont 10 points chacun au championnat. Et ils sont 23e ex-aequo avec aussi Cal Crutchlow. Voilà. Donc, la course pour le moins mauvais pilote Tech 3 cette année se jouera à Valence. Si un des deux marque des points, parce que c'est pas donné non plus. C'est pas gagné non plus. Putain, Crutchlow, il a autant de points qu'eux, quoi. Ah la vache. Et il est bien revenu, Ah oui, il a presque l'âge des deux additionné. Est-ce que Crutchlow va réussir à avoir 12 points et égaliser Darren Binder? Je ne sais pas. Ou 15 points et égaliser Dovi. Alors là... Putain, ça serait beau. Ouais, ça serait beau, je suis d'accord. Ouais, 5 points, ça me paraît ambitieux, quand même. Ouais. Après... Ça serait un beau challenge quand même. Grave. On parle un petit peu World Superbike. Allez, c'est parti. On va les montrer du doigt un petit peu.
Donc, on entamait la tournée Outre-mer en World Superbike, World Super Sport. Le 300 ne vient pas rouler ici. Donc, on partait en Argentine à San Juan de Vilicum. Voilà, grosse domination de Bautista avec un doublé dans les courses entre guillemets normales. En Super Pole Race, c'est Razgal Kleoglu qui l'emporte devant Bautista et Rea. On a Mayas qui fait 11, 18 et 15 et Baz qui fait 16, 9 et 17. Au général, Bautista est en tête du championnat avec 82 points d'avance devant Razgat Kleoglu et 98 points d'avance devant Rea. Comme il reste 2 week-ends de course en Indonésie et en Australie, ça fait 6 courses restantes, ça fait 124 points possibles. Bautista n'est toujours pas titré, malgré 82 points d'avance, et Rea est toujours titrable avec 98 points de retard. C'est le World Superbike, messieurs, mesdames, tout est faisable. Ouais. Alors on a vu quelque chose passer, on en parlait tout à l'heure en off sur les réseaux sociaux. A priori, en course 2, ce week-end, Baz s'est fait sortir de la piste au début de la course et a réagi avec un geste équivoque. Hein. Oui. Mais voilà, on l'a déjà vu dans le paddock MotoGP. On avait déjà vu Petrucci le faire il y a pas si longtemps que ça. Le fait est que c'est pas passé auprès de la direction de course, que Baz a été convoqué et qui devra payer une amende de 1000 € pour ce geste somme toute assez anodin de nos jours. Je veux dire que ça reste vulgaire, je suis d'accord, mais c'est pas non plus une signification, c'est pas une menace de mort, quoi. Et du coup, Baz a préféré en rajouter une couche sur les réseaux sociaux, à nouveau avec un doigt d'honneur. Je trouve que c'est débile de la part de la direction de course, cette amende. Après, la réaction de Baz, c'est pas non plus la réaction la plus fine du monde, mais bon, on peut pas lui vouloir. Alors, justement, c'est là où c'est pas la plus fine, non, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il vient quand même pointer un problème, justement, qui a eu lieu en course et qui aurait mérité un drapeau rouge. Et il a dit, voilà, la direction de course, au lieu de nous protéger, et puisqu'il y avait un pilote qui est resté en bord de piste soigné pendant 3 tours, donc qui était une situation dangereuse, bah la direction de course préfère mettre des amendes à des pilotes qui font des doigts d'honneur, parce que donc oui, le geste d'humeur, il est pas à comment dire, à promouvoir, mais je pense que Baz, il est souvent, alors il est pas toujours mesuré, mais il est souvent juste, et pour le coup je le trouve comme ça, c'est-à-dire juste, pas mesuré parce qu'il en rajoute une couche, mais il a raison, c'est-à-dire qu'une direction de course qui ne protège pas les pilotes qui sont blessés en bord de course, bah c'est une direction de course qui est défaillante, et à côté de ça, en plus, elle met 1000 € d'amende parce que tu fais un doigt d'honneur, bah non, quoi. C'est débile. Et moi, pour moi, il a raison, il a peut-être un petit peu tort d'en rajouter avec une photo qui... Mais voilà, c'est sa personnalité, et je trouve que c'est beaucoup moins dangereux de faire ça plutôt que de laisser des pilotes courir, et quand il y a des pilotes blessés en course. Mais et de ce point de vue-là, il a raison. Après, Petrucci est venu un petit peu dans la discussion, et c'est ça que je trouve assez marrant, parce que ces deux pilotes qui sont quand même assez sympathiques. Et Petrucci, il avait pris un avertissement, lui. Ouais. Bah après, c'est pas la même compétition, on va nous dire, c'est pas les mêmes directions de course, etc. Mais le règlement est le même, hein, pour les deux catégories, donc. Alors oui, j'ai commencé à me palucher un petit peu le règlement ce week-end, notamment pour cette histoire de modification de cartographie, pour savoir à peu près. Et effectivement, il y a un code éthique, hein. Donc donc accrochez-vous, hein, il y a un code éthique, hein, c'est-à-dire que quand ça fait un doigt d'honneur, c'est puni, hein, que ce soit d'un warning ou d'autres choses. Mais le problème du code éthique, c'est que c'est subjectif, dans le sens où, tu vois, les pilotes podium Australie, ils sont tous mis à boire dans leurs bottes le champagne, Prosecco plus bottes. Honnêtement, je suis sûr que dans certains pays du Moyen-Orient, où déjà boire de l'alcool c'est interdit, et les chaussures c'est une signification toute particulière.
c'est un geste insultant. Voilà. Et pourtant, voilà, ça va choquer certaines personnes, ça va pas en choquer d'autres, suivant la culture, l'origine. Nous, en tant que Français, peut-être qu'on est moins choqués par un doigt d'honneur aujourd'hui que d'autres. Donc après, c'est toujours, tu te mets à sanctionner des gestes comme ça. Je veux dire, le geste, il dure pas des heures, il s'amuse pas. Enfin, tu passes à autre chose, quoi. En plus, la couverture World SPK, elle est pas non plus. C'est pas celle du MotoGP, quoi. C'est là où effectivement il y a un, je dirais pas qu'il y a un flou, mais c'est aussi c'est pas clair entre ce que tu as le droit de faire et ce que t'as pas le droit de faire. Parce que si ce que tu as le droit de faire, s'il faut attendre que les caméras elles soient éteintes pour aller mettre un coup de casque à l'autre, il y a des pilotes qui seraient capables de le faire, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, quand tu te fais sortir en course, à mon avis, tu dois de toute façon pas être très content de ça, donc. Ouais, mais après il y a eu des sanctions il y a eu des choses beaucoup plus choquantes qui avaient été sanctionnées aussi à l'époque. Enfin, moi je me souviens d'Yann Honey en Moto 3, il était allé casser la gueule du pilote qui l'avait sorti là, mais vraiment un coup de mandale, quoi. Tu fais, ça se sanctionne, il y a pas de débat, quoi. Il y a pas de discussion, ça, c'est clair. Ah, ça se finit en voie de fait avec les carabiniers et puis voilà, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Enfin. Allez, Super Sport. Ouais, vas-y. Donc on a Garter qui gagne les 2 courses devant De Rosa et Caricasulo en course 1, puis Caricasulo et Baldassari en course 2. Cluzel fait 2 fois 6e et Verdoya ne finit pas la première course et fait 9e en course 2. Saison compliquée pour le GMT, alors qu'à Garter, lui, carrément, il survole les débats. Ouais, Cluzel 2 fois 6, c'est quand même pas mal, parce que quand un pilote annonce sa retraite, revient de blessure, c'est jamais facile de conserver d'une part la motivation. La motivation, c'est une chose, mais t'as beau être motivé, des fois t'as plus la vitesse. Donc quand même, quand tu fais 2 fois 6, on peut considérer que t'es toujours dans le coup pour faire des courses, pour être bien dans les courses. Et mine de rien, il a pas balancé sa fin de saison. Elle est un petit peu en retrait par rapport à son meilleur niveau, mais ça aurait été tellement plus facile de dire voilà, maintenant je fais du tourisme et puis on verra bien ce que ça va faire, quoi. Bien sûr. Moi je trouve que c'est une fin de saison qui est compliquée mais qui reste sérieuse pour lui, et c'est intéressant pour tout le monde, c'est-à-dire que autant pour lui que pour l'équipe, quoi. Ça aurait été tellement plus facile de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Ouais, non, t'as raison. Et puis c'est des datas utiles pour l'équipe. On sait que, pareil, les tournées outre-mer ont été annulées c'est à cause du Covid ces 2 dernières années. L'année prochaine, le GMT revient avec 2 bises. C'est intéressant d'avoir un pilote rapide comme Cluzel pour avoir des données avant de revenir là l'année prochaine. Parce que bon, Verdoya, il est encore un peu tendre. Ouais, un peu tendre pour la catégorie. Et écoute, on a fait le tour. Ouais, carrément. On se retrouve à Valence pour le titre de Bagnaia et la victoire de Ducati. Non? On verra. Hein. Moi, j'ai pas de boule de cristal, donc. Alors après, tout le monde sort 2006, hein, évidemment. C'est jamais joué, tout. 2006, l'écart était quand même un petit peu plus faible. Donc. Là, il y a vraiment 2 circonstances qui sont totalement décorrélées et qui sont dures à obtenir. C'est-à-dire une chute où vraiment pas plus de 2 points pour Bagnaia, donc pas mieux que 14e. Et dans le même temps, indépendamment de ça, absolument un prérequis, c'est la victoire de Quartararo. Il peut pas faire moins bien que victoire. Ouais, donc, il est obligé de gagner. Oh là là, waouh, costaud de réunir ces 2 conditions. Donc je sais tout le mal que je lui souhaite à Quartararo, parce que je serais quand même hyper content si c'est un Français qui est à nouveau titré en championnat du monde. Forcément, je serais déçu pour Pecco Bagnaia et Ducati, mais voilà, attendons de voir. T'as raison, je m'emballe un peu, mais les chances sont quand même faibles. Hein, pour que les chances, voilà, là on va en reparler 2-3 minutes. Les chances, elles sont très faibles, mais rien que de pouvoir, compte tenu de la difficile dynamique dans laquelle il était engagé depuis septembre. Rien que pouvoir amener la possibilité du titre à Valence, c'est déjà chouette, hein, parce qu'il en était loin. Et après, de toute façon, on verra après Valence, mais dans tous les cas, il peut pas être repris par. Il peut toujours être repris par Espargaro.
Donc, il peut même être pris par Bastianini s'il fait 0 avec Bastianini gagne. Donc, je regardais la carrière de Quartararo. Il a jamais gagné à Valence. Depuis Moto 3, Moto 2 ou Moto GP. Il va commencer. Et la première. Et c'est en 2019 sa meilleur résultat à Valence. Il finit 2e. Même sans qu'il y ait de titre obligatoire à l'issue du week-end. On a déjà vu que le samedi était très très tendu pour tous les pilotes qui jouaient qui étaient encore titrables. Donc un week-end comme ça. Après, c'est ce qu'a annoncé Ducati. Ils disent maintenant pour assurer le titre, il faut que ce soit une Ducati qui gagne. Donc on va mettre toutes les conditions pour qu'une Ducati s'impose à Valence. Et compte tenu du nombre de pilotes compétitifs qu'ils ont, c'est tout. Voilà, c'est plus cette hypothèse-là, que ce soit Pecco ou un autre, et qui peut arriver, quoi. Ouais, alors imagine, c'est Zarco en tête et Quartararo 2e. Et Bagnaia, il est dans le bac par terre. Je veux pas. Là, il y a déjà Taylor Swift qui a cassé Internet vendredi en sortant son album. Là, là ça recasse l'Internet, quoi. Grave, c'est sûr, parce qu'on serait tellement content pour la victoire de Zarco et tellement ça d'une victoire. Ah ouais, mais non, faut trouver une solution. Faut faire deux premières places. Bien que ça. Moi, je vois que ça. Sinon, c'est une apocalypse des réseaux sociaux en France. Je vois que ça. C'est sûr. Moi, je coupe tout. Là, là, faut arrêter. Faut revenir en 2025 quand tout le monde sera calmé. Mais oui, mais c'est un scénario qui est possible et oui, c'est un scénario qui est possible. Tout est possible dans une course. Tout est possible. On a eu des courses de Valence complètement folles où il y avait eu plein de pluie, où c'était un bordel sans nom. Il y avait des motos partout, 3 départs. C'était complètement dingo. Tout peut arriver. Ouais. Donc on va regarder ça avec attention. C'est ça. Mais bon. Après, oui, ça va être moins compliqué à gérer pour Bagnaia, Bagnaia, quoi. Oui. Ouais, c'est sûr. Belle prononciation, d'ailleurs. J'essaye de progresser. Alors là, moi j'ai abandonné. C'est bon. Bon, on a fait le tour ? Ouais. Allez, et bien sur ce, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir aussi sur le Discord. On va voir comment ça va se goupiller pour cette fin de saison. Et on va se retrouver après Valence, donc. Allez, ciao. 2 semaines. Salut à tous. Ciao. Salut.